L'année 1844 marque une période de prospérité apparente au cœur de la Virginie, sur les terres fertiles de la plantation de tabac connue sous le nom de Vance Folly. Le domaine S, étant à perte de vue, une mer de feuilles vertes sous un soleil écrasant, travaillé par des centaines d'esclaves dont les vies sont réglées par le son de la cloche. Au centre de ce monde, se dresse la grande maison blanche, avec ses colonnes majestueuses, symbole d'une richesse bâtie sur la souffrance. Le maître incontesté de cet empire est le colonel Alistair Vance, un homme d'une cinquantaine d'années, dont la posture rigide et le regard d'acier inspirent la crainte à tous ceux qui croisent son chemin. Pour lui, l'ordre, l'honneur de son nom et la pureté de sa lignée ne sont pas des idéaux, mais des obsessions qu'il maintient par une discipline de fer. Sa parole est loi, et toute déviation, même la plus infime, est considérée comme une trahison personnelle, une fissure dans les fondations de son pouvoir absolu. Ce jour-là, alors qu'il inspectait les champs à cheval, le regard du colonel s'arrêta sur un jeune esclave, qui, épuisé par la chaleur, laissa tomber une caisse de feuilles de tabac. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri. Alistair Vance ne haussa pas la voix. Il fit un simple signe à son contremaître. Un homme brutal qui comprenait les ordres muets de son maître. Le jeune homme fut traîné au centre de la cour, devant les autres travailleurs forcés à regarder. Le colonel prononça alors sa sentence d'une voix calme et dénuée de toute émotion. 10 coups de fouet, non pas pour la perte de quelques feuilles, mais pour rappeler à tous que la faiblesse et la négligence étaient des maladies qu'il se devait de éradiquer de sa propriété. L'acte N n'était pas motivé par la colère, mais par une stratégie froide et méthodique de contrôle. Il s'agissait de graver la peur dans les esprits, de s'assurer que personne n'oublierait jamais qui détenait le pouvoir de vie et de mort sur Vance Folly. Depuis une fenêtre à l'aile, étage de la grande maison dissimulée derrière un rideau de dentelle, Elara Vance, la fille unique du colonel, assista à la scène. À 19 ans, son apparence fragile de dame de la haute société, avec sa peau pâle et ses robes élégantes, cachait une volonté de fer et un cœur tourmenté. Chaque coup de fouet qui claquait dans l'air semblait la frapper personnellement, renforçant la haine silencieuse qu'elle nourrissait pour le monde impitoyable que son père avait construit. Ses mains se serrèrent sur le rebord de la fenêtre, son regard passant de la scène de torture à la direction des écuries, où travaillait Samuel. La peur qui l'envahit, était pas seulement pour ce jeune homme inconnu, mais pour l'homme qu'elle aimait en secret. Un amour interdit qui représentait à la fois sa seule source de liberté et sa plus grande vulnérabilité. Car Elara portait en elle un secret bien plus dangereux qu'une simple liaison. L'enfant de Samuel grandissait dans son ventre, une bombe à retardement qui menaçait de faire exploser cet univers de contrôle et de fausse pureté. Si ce début d'histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Dans les semaines qui suivirent, les écuries devinrent le seul véritable refuge pour Elara. Loin du regard glacial de son père et de l'aile, étiquette rigide de la grande maison, elle retrouvait Samuel. Leur rencontre était des moments volés à la tyrannie du temps, des chuchotements dans l'odeur du foin et du cuir, à la lueur d'une lanterne discrète. Samuel n'était pas seulement un amant, il était son confident, le seul être humain qui la voyait pour ce qu'elle était, au-delà de son nom et de sa fortune. Pour lui, elle n'était pas l'héritière Vance, mais simplement Elara. Dans ses bras, elle trouvait une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Leur amour était un acte de rébellion silencieux, une affirmation de leur humanité dans un système conçu pour la broyer. Ils parlaient d'un avenir impossible, d'un monde où leur amour ne serait pas un crime. Ces rêves, bien qu'irréalisables, étaient la seule chose qui les maintenait en vie, un feu secret brûlant au cœur des ténèbres de la plantation. Cependant, un secret d'une telle ampleur ne pouvait rester caché éternellement dans un lieu où chaque mur avait des oreilles, et chaque ombre dissimulait un espion. Le corps d'Elara commença à la trahir. Les nausées matinales, une pâleur inhabituelle, une lassitude qu'aucune robe élégante ne pouvait masquer. Rien échappait à l'œil du colonel Alistair Vance. Il était un maître dans l'art de l'observation, analysant chaque détail de son domaine, y compris le comportement de sa propre fille. Il ne posa aucune question, ne fit aucune remarque directe. Au lieu de cela, un silence pesant s'installa dans la maison. Ses regards devinrent plus insistants, plus froids, des poignards de suspicion qui la transperçaient à chaque repas, à chaque passage, dans un couloir. Elara sentait l'eau, étau se resserrer, la surveillance silencieuse de son père devenant une torture psychologique bien plus effrayante que n'importe quelle confrontation ouverte. Il attendait, tel un prédateur, le moment parfait pour frapper, et elle savait que ce moment était imminent. La confrontation eut lieu dans le bureau du colonel,
Une pièce sombre lambrissée de chêne, qui sentait le tabac froid et le pouvoir. Ilan Signy éleva pas la voix. Sa cruauté était bien plus raffinée. Assis derrière son imposant bureau, il la fixa longuement avant de parler, ses mots tombant comme des pierres dans un puits. « Tu as souillé mon nom, » dit-il d'un ton calme, dénué de toute émotion paternelle. « Tu as mis en péril l'héritage de cette famille pour une fantaisie indigne. » Il ne parlait pas d'amour, mais de possession. Il ne voyait pas un futur petit enfant, mais une tache sur la pureté de sa lignée. Pour lui, la situation N n'était pas une tragédie familiale, mais un problème de gestion, une erreur qu'il fallait corriger, avec la même efficacité impitoyable qu'il utilisait pour gérer ses champs. Et Lara resta debout devant lui, glacée par la terreur, comprenant qu'elle n'était pas sa fille à cet instant, mais un actif défectueux, une trahison incarnée qui menaçait tout ce qu'il avait bâti. Si cette histoire vous révolte autant que nous, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis vint l'ultimatum, une sentence prononcée avec la froideur d'un juge. Le colonel avait déjà tout planifié. « Tu épouseras monsieur Abernathy avant la fin de la saison », déclara-t-il. Abernathy était un veuf riche et âgé, un voisin dont l'alliance renforcerait la position des Vance. Ce mariage devait servir de couverture, pour préserver les apparences et l'honneur de la famille. Quant à l'enfant, le colonel fut encore plus direct. « Cette chose ne naîtra pas sous mon toit avec mon nom. À sa naissance, elle sera enlevée. Elle sera vendue dans un état lointain, où personne ne pourra jamais faire le lien avec nous. » Pour s'assurer de sa totale obéissance, il ajouta la menace finale, celle qui visait directement son cœur. « Si tu refuses, ou si tu tentes quoi que ce soit d'insensé, je ferai fouetter l'esclave des écuries jusqu'à ce qu'il ne reste plus un lambeau de peau sur son dos. Puis je vendrai sa mère et le reste de sa famille aux plantations de canne à sucre de Louisiane. Leur sort est entre tes mains. » Et Lara quitta le bureau complètement anéanti. Le monde S était effondré autour d'elle. Chaque option qui s'offrait à elle était une impasse menant à une souffrance insupportable. Obéir signifiait perdre son enfant et l'homme qu'elle aimait, se condamnant à une vie de mensonge et de misère aux côtés d'un étranger. Désobéir signifiait la mort quasi certaine de Samuel et la destruction de sa famille. Son père l'avait piégée de la manière la plus cruelle qui soit, en utilisant son amour contre elle. Enfermée dans sa chambre, qui était devenue une prison dorée, elle regardait par la fenêtre les champs de tabac qui étendaient à perte de vue. Ce N était plus un paysage de prospérité, mais un immense cimetière de ses espoirs. Elle se sentait humiliée, traitée comme un objet, sa volonté et ses sentiments niés et balayés. Le colonel l'avait sous-estimée, la voyant comme une jeune fille fragile et obéissante. Il ne réalisait pas que dans les décombres de son cœur brisé, la graine d'une autre chose venait d'y être plantée. Une rage froide et silencieuse. La cruauté du colonel Vance ne se contenta pas de menaces verbales. Pour s'assurer qu'Elara comprenne bien la portée de son pouvoir, il orchestra une démonstration de force aussi immédiate que terrifiante. Le lendemain matin, il convoqua Samuel à la grande maison, sous un prétexte anodin. Une selle qui nécessitait une réparation urgente. Depuis la fenêtre de sa chambre, Elara vit Samuel traverser la cour. Sa démarche assurée contrastant avec la peur glaciale qui s'emparait d'elle. Elle comprit instantanément que ce N n'était pas une simple corvée. C était la première pièce que son père avançait sur elle, échiquier de sa torture psychologique. L'air devint soudain lourd, presque irrespirable. Le colonel, se tenant sur le perron, ne la quittait pas des yeux, son regard d'acier confirmant qu'il savait qu'elle regardait. Il voulait qu'elle soit témoin, qu'elle ressente chaque seconde de l'impuissance qui allait s'abattre sur eux. C était une leçon de contrôle absolu, conçue pour anéantir toute velléité de résistance avant même qu'elle ne puisse naître dans son esprit. Au centre de la cour, devant les autres esclaves contraints d'arrêter leur travail pour assister à la scène, le colonel commença son œuvre de destruction. Il n'accusa pas Samuel de sa relation avec Elara. Sa cruauté était bien plus subtile. Il inspecta la selle que Samuel avait apportée, et la jeta à terre avec mépris, prétextant un travail de piètre qualité. Il se lança alors dans un monologue humiliant, remettant en question non seulement la compétence de Samuel, mais aussi son intelligence, sa valeur, son humanité même. Chaque mot était choisi pour rabaisser, pour le réduire à un simple objet dénué de toute dignité. Samuel resta droit, silencieux, son regard fixé au loin, son honneur comme seul bouclier face à ce déferlement de haine. Le but du colonel N était pas seulement de punir une faute imaginaire, mais de briser l'image de l'homme fort qu'Elara aimait, de lui montrer qu'il N était qu'une chose fragile et sans défense, entièrement à sa merci. L'humiliation verbale ne fut que le prélude à la violence physique.
D'un signe de tête, le colonel ordonna à son contremaître d'administrer une correction. Il ne s'agissait pas du fouet, trop direct, trop rapide. Il choisit une épaisse lanière de cuir, et le contremaître commença à frapper Samuel sur le dos et les jambes, des coups mesurés, méthodiques, destinés à infliger une douleur aiguë et durable, sans pour autant le rendre incapable de travailler. Chaque coup qui claquait dans l'air était un message directement adressé à Elara, pétrifiée derrière sa fenêtre. Elle entendait la voix de son père résonner dans sa tête, lui rappelant que ce « N » était qu'un aperçu de ce qui attendait Samuel si elle osait le défier. Elle était forcée d'assister au supplice de l'homme qu'elle aimait, un supplice dont elle était la cause involontaire. Les bruits sourds des coups et la respiration saccadée de Samuel devinrent la bande sonore de son désespoir, l'enfermant dans une prison de culpabilité et d'horreur. Incapable de supporter ce spectacle une seconde de plus, Elara s'effondra sur le sol de sa chambre, le corps secoué de sanglots incontrôlables. Le monde autour d'elle se brouilla, sa vision obscurcie par les larmes et une panique suffocante qui lui serrait la gorge. Toute la force qu'elle croyait posséder, toute la détermination qu'elle avait senti naître en elle, était évaporée, remplacée par un sentiment abyssal d'impuissance. Son père avait réussi. Il avait retourné son amour, sa seule source de lumière, en une arme de destruction massive, pointée sur son propre cœur. Elle comprit alors la véritable nature de sa cruauté. Il n'était pas simplement un tyran, mais un stratège diabolique, qui avait identifié ses plus grandes faiblesses, pour mieux la briser. Le rêve d'un avenir, d'une famille, d'une évasion, vola en éclats. Il ne restait plus que la réalité brutale de sa cage dorée, et la certitude que toute tentative de rébellion se solderait par la mort ou la souffrance de ceux qu'elle chérissait plus que sa propre vie. Pour sceller sa victoire, le colonel fit venir M. Abernathy dès le lendemain. Sa présence était la matérialisation de la sentence d'Elara. Était un homme d'une 60aine d'années, au visage sévère et au regard calculateur, qui la dévisagea non pas avec l'affection d'un prétendant, mais avec elle, œil expert d'un marchand évaluant une acquisition de valeur. Assise dans le salon, Elara fut contrainte d'écouter les deux hommes discuter de son avenir comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Ils parlaient de terre, de contrat, de la fusion de leur nom de famille, de la dot. Elle était qu'un objet au centre de leur négociation, sa volonté entièrement niée. Chaque sourire qu'elle devait esquisser, chaque mot poli qu'elle devait prononcer était une torture. L'engagement fut conclu par une poignée de main ferme entre son père et son futur mari. Son destin venait d'être scellé, et toute issue semblait désormais impossible. Le piège était refermé sur elle. Après le départ de son fiancé imposé, le colonel s'approcha d'Elara, qui était restée immobile sur sa chaise, le regard vide. Son ton était plus menaçant, mais empreint d'une finalité glaciale, celui d'un général contemplant un champ de bataille après une victoire écrasante. « Tu vois, ma fille, dit-il d'une voix presque douce, ce qui la rendait encore plus terrifiante, comme tout est plus simple, lorsque chacun accepte la place qui lui est assignée. Tu seras une épouse respectable. Tu oublieras ces enfantillages. Et tu me donneras un héritier qui portera un nom honorable. » Il marqua une pause, son regard se tournant vers la fenêtre en direction des écuries. La vie de cet homme, et celle de toute sa famille, dépendent désormais entièrement de ta conduite exemplaire. Ne me déçois plus jamais. Le message était d'une clarté absolue. Sa soumission n'était pas une option temporaire, mais une condamnation à perpétuité qu'elle devait purger pour maintenir Samuel en vie. Cette nuit-là, Elara atteignit le fond de l'abîme. Toute trace de combativité l'avait quittée. En se regardant dans le grand miroir de sa chambre, elle ne reconnut pas la jeune femme qui lui faisait face. Elle ne vit qu'une silhouette pâle et effrayée, un pion sacrifié sur l'autel de l'ambition de son père. L'avenir étendait devant elle comme un désert aride, un mariage sans amour avec un vieil homme, la perte inéluctable de son enfant à naître, et une vie entière passée sous le joug d'une peur constante pour la sécurité de Samuel. Elle posa une main sur son ventre, sentant la présence discrète de la vie qui grandissait en elle. Ce qui aurait dû être une source de joie et d'espoir, était devenu le symbole de sa tragédie, le secret qui avait provoqué leur ruine à tous. Le public ne pouvait qu'en conclure qu'elle avait capitulé. Le plan du colonel était parfait, et Elara, écrasée par le poids de sa tyrannie, semblait avoir accepté son sort sans plus aucune volonté de se battre. Cependant, au plus profond de son désespoir, quelque chose de nouveau commença à germer dans l'esprit d'Elara. Les larmes cessèrent de couler, remplacées par une froideur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle comprit que la soumission totale, la capitulation que son père attendait d'elle,
était pas une fin, mais pouvait devenir un outil. Son père la voyait comme une créature fragile, guidée par elle, émotion et la peur. Était là son erreur, et ce serait là sa plus grande force. Elle n'allait pas le défier ouvertement, car cela signerait l'arrêt de mort de Samuel. Au lieu de cela, elle allait jouer le rôle qui lui avait assigné avec une perfection glaçante. Elle deviendrait la fille obéissante, épouse modèle, tout en tissant dans l'ombre une toile de vengeance si patiente et si méticuleuse, que personne ne la verrait venir. La douleur ne l'avait pas brisée. Elle l'avait transformée en une arme silencieuse, attendant son heure avec une patience infinie. Dès le lendemain, la métamorphose d'Elara commença. Elle se présenta au petit déjeuner avec une expression de résignation calme qui trompa parfaitement son père. Elle accepta les arrangements pour son mariage avec M. Abernathy, discutant des détails de la cérémonie avec une docilité qui ravit le colonel. Il y vit la preuve de sa victoire totale. La confirmation que son esprit indomptable avait enfin été brisé. Elara joua son rôle à la perfection, choisissant des robes, planifiant des menus et souriant avec une politesse vide à son fiancé lors de ses visites. Elle devint une poupée de porcelaine, belle et obéissante en surface. Mais derrière ses yeux baissés et ses réponses mesurées, son esprit travaillait sans relâche. Chaque acte de soumission était un calcul, chaque sourire un masque cachant la rage qui brûlait en elle. Elle gagnait la confiance de son père, l'endormant dans un faux sentiment de sécurité, ce qui était la première étape cruciale de son plan à très long terme. La seconde étape nécessitait une alliée, une personne de confiance au sein de l'enfer de la plantation. Elara savait qu'elle ne pouvait se tourner que vers une seule personne. Hattie, la mère de Samuel. Était une femme respectée parmi les esclaves, connue pour sa sagesse, sa discrétion et sa connaissance des herbes médicinales. Une nuit, prétextant une violente migraine, Elara se glissa hors de la grande maison, et se dirigea vers les quartiers des esclaves. Un acte d'une imprudence inouïe. Elle trouva Hattie dans sa petite cabane. Sans entrer dans les détails d'un plan de vengeance, Elara lui parla avec une franchise désespérée, lui révélant son intention de sauver son enfant à tout prix. Hattie écouta en silence, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Mais dans son regard, Elara vit une lueur de compréhension et de compassion. Hattie ne voyait pas la fille du maître, mais une autre mère prête à tout pour protéger son petit. Une alliance secrète et indestructible venait de naître dans l'ombre. Ensemble, dans le secret de la nuit, les deux femmes élaborèrent un plan d'une audace folle. Elara continuerait sa grossesse aussi longtemps que possible, puis, avec l'aide d'Hattie, elle simulerait une fausse couche prématurée. Hattie, en sa qualité de sage-femme non officielle du domaine, serait la seule à assister Elara et confirmerait la tragédie au colonel. Pendant ce temps, elle emporterait le nouveau-né, sain et sauf, et le cacherait pendant quelques jours. Ensuite, Samuel le découvrirait abandonné près de la rivière, à la lisière de la propriété. Le bébé serait présenté comme un orphelin sans nom, un de plus parmi les enfants esclaves. Le colonel, obsédé par l'idée de se débarrasser de cette tâche sur son honneur, accepterait probablement cette version sans poser de questions, soulagé de voir le problème résolu, sans qu'il ait à se salir les mains. Le risque était immense, mais était la seule chance pour que l'enfant d'Elara survive et reste près d'elle, même s'il devait grandir en tant qu'esclave sous son propre toit. Pendant que son corps portait la vie en secret, Elara commença à s'immiscer dans le monde de son père. Elle se mit à passer du temps dans son bureau, sous le prétexte de vouloir apprendre à gérer un grand domaine, une compétence que son futur mari, M. Abernathy, apprécierait certainement. Le colonel, flatté par cette soudaine maturité, et la voyant enfin embrasser son rôle, la laissa faire. Assise dans un coin, feignant de lire des livres de poésie, Elara observait tout. Elle écoutait ses conversations avec son contremaître, étudiait les cartes de la plantation, et, surtout, regardait comment il tenait ses livres de compte. Elle commença à comprendre le langage de son pouvoir. Les chiffres, les contrats, les dettes, et les transactions. Elle découvrit que la façade de prospérité de Vencesfolly reposait sur des fondations bien plus fragiles qu'il n'y paraissait, un château de cartes de fierté et de secrets financiers. La jeune femme comprit rapidement que l'observation ne suffisait pas. Elle devait maîtriser les outils de son ennemi. La nuit, lorsque toute la maison était endormie, elle retournait en secret dans le bureau de son père. À la lueur d'une unique bougie, elle se plongeait dans ses livres, non pas ceux de poésie, mais ceux traitant d'économie, de droit agraire et de comptabilité. Elle s'exerçait à copier sa signature, à imiter son écriture, à comprendre la terminologie complexe des contrats de vente de tabac et de coton. La jeune fille rêveuse qui aimait se promener dans les jardins était en train de mourir, remplacée par une stratège froide et méthodique.
Chaque page tournée était un pas de plus vers sa libération, chaque chiffre mémorisé une pierre qu'elle ajoutait à l'aile, édifice de sa future vengeance. Elle se forgeait une nouvelle éducation, une éducation clandestine, qui ferait d'elle l'adversaire la plus inattendue et la plus dangereuse pour son père. La communication avec Hattie devint leur plus grand défi. Une rencontre directe était trop risquée pour être répétée. Elles mirent donc au point un langage secret, un code simple mais efficace, dissimulé dans les gestes du quotidien. Quand Elara travaillait sur sa broderie dans le salon, un fil de couleur particulière sur le bord de la toile pouvait signifier « tout va bien ». Un certain air qu'elle fredonnait depuis sa fenêtre, une vieille berceuse, était un signal pour Hattie que son fils, Noah, lui manquait terriblement. En retour, Hattie laissait des signes pour elle, une fleur spécifique déposée près du puits, ou la façon dont elle disposait le linge sur la corde à sécher. Ce balai silencieux leur permettait d'échanger des informations vitales sous les yeux du colonel, qui ne voyait que les activités banales d'une jeune femme et d'une vieille esclave. Si vous admirez l'ingéniosité de ces femmes, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Grâce à son accès privilégié au bureau, Elara commença à découvrir l'ampleur de la corruption de son père. Les livres de comptes officiels étaient impeccables, mais elle finit par trouver un second registre, caché sous une lame de parquet. Ce livre secret révélait une toute autre histoire. Elle y trouva la preuve de transactions illégales, notamment la vente de tabac à des contrebandiers pour éviter les taxes, et pire encore, des accords avec des marchands d'esclaves peu scrupuleux pour acheter des captifs à bas prix, en dehors des circuits légaux. Elle découvrit aussi l'existence de dettes de jeu considérables que son père avait contractées auprès d'hommes d'affaires de Richmond. Le grand et honorable colonel Vance était un fraudeur et un hypocrite. Elara ne vola pas le livre, c'eût été une erreur fatale. Au lieu de cela, nuit après nuit, elle en copia méticuleusement les passages les plus accablants sur de minuscules morceaux de papier qu'elle dissimula dans le double fond de sa boîte à couture. Elara savait que sa vengeance ne serait pas une explosion de colère soudaine, mais une lente et patiente érosion du pouvoir de son père. Son mariage imminent avec M. Abernathy, qu'elle avait d'abord vu comme une condamnation, se révéla être une pièce maîtresse de sa stratégie. En tant que Madame Abernathy, elle aurait accès à un autre cercle social, à d'autres informations, et surtout, à une fortune personnelle qui la libérerait un jour de la tutelle financière de son père. Elle accepta son destin, non plus comme une victime, mais comme un général acceptant une mission d'infiltration en territoire ennemi. En se regardant dans le miroir, elle ne voyait plus la jeune fille brisée qui pleurait sur son sort. Elle voyait une femme dont le cœur avait été remplacé par un morceau de glace, une femme qui attendait patiemment le moment où elle pourrait enfin faire payer au colonel Vance le prix de sa cruauté, en utilisant les secrets qu'elle accumulait comme autant de munitions. Le mariage d'Elara et de M. Abernathy fut une cérémonie somptueuse, mais dénuée de toute joie. Pour le monde extérieur, était l'union parfaite de deux grandes familles de Virginie, une consolidation de pouvoir et de fortune. Pour Elara, était le premier sacrifice sur l'autel de sa vengeance. Elle joua son rôle d'épouse rougissante avec une maîtrise effrayante, son sourire ne trahissant jamais la tempête qui faisait rage en elle. Quelques mois plus tard, au cœur d'une nuit d'orage, le plan conçu avec Hattie fut mis à exécution. Les cris d'Elara résonnèrent dans la grande maison, des cris de douleur simulés qui alertèrent toute la maisonnée. Hattie, appelée à son chevet, joua son rôle avec une gravité solennelle. Elle annonça au colonel la tragique fausse couche de sa fille. L'homme, observant le visage pâle et les yeux fermés d'Elara, ressentit un soulagement à peine dissimulé. Le problème était résolu. La tache sur son honneur était lavée. Il ne se doutait pas que, à cet instant précis, dans la cabane de Hattie, un nouveau-né en parfaite santé prenait sa première respiration silencieuse. Une semaine plus tard, comme convenu, Samuel fit une découverte orchestrée. Tôt le matin, alors qu'il se rendait à la rivière pour abreuver les chevaux, il trouva un panier abandonné dans les hautes herbes. À l'intérieur, emmailloté dans une simple couverture, se trouvait un bébé. Il rapporta l'enfant au contremaître, feignant la surprise et l'incertitude. La nouvelle parvint rapidement au colonel Vance, qui descendit de sa véranda pour inspecter la trouvaille. Il regarda l'enfant avec un mépris total, le considérant comme le fruit d'une liaison entre esclaves de passage ou de pauvres blancs sans terre. « C'est un bouche de plus à nourrir, grommela-t-il, avant de faire un geste de la main. Donnez-le à une des femmes. Qu'il travaille dès qu'il saura marcher. » Il tourna les talons, l'incident déjà oublié. L'enfant, que Hattie nomma secrètement Noah, fut ainsi officiellement intégré à la population esclave de Vensis Folly. Le fils d'Elara était sauvé, mais condamné à grandir sous les yeux de sa propre mère, qui ne pourrait jamais le reconnaître.
Les années qui suivirent virent Elara se transformer en une parfaite maîtresse de maison, d'abord à Vance Folly, puis sur le domaine de son mari. Madame Abernathy était admirée pour son élégance, sa piété, et sa gestion impeccable de la maisonnée. Elle organisait des réceptions, participait à des œuvres de charité et entretenait des conversations polies avec les autres épouses de planteurs. Personne ne soupçonnait la double vie qu'elle menait. Cette façade respectable était son armure et son arme la plus redoutable. Elle gagnait la confiance de son mari, un homme plus intéressé par ses affaires que par les états d'âme de sa jeune épouse. Il lui donna progressivement accès à ses finances, fier de sa diligence et de son sens de l'élite économie. Elara devint ainsi la gardienne des secrets de deux des plus grandes fortunes de la région, attendant patiemment le moment où elle pourrait utiliser ce pouvoir pour faire s'effondrer l'empire de son père. Son deuil apparent de l'enfant perdu la rendait intouchable, un parangon de vertu tragique aux yeux de tous. La communication entre Elara et Hattie se poursuivit grâce à leur langage secret. Lors de ses visites hebdomadaires à la plantation de son père, Elara apportait toujours des ouvrages de broderie. Un fil bleu dominant sur sa toile signifiait qu'elle avait besoin d'informations sur les finances du colonel. Un fil rouge indiquait une menace potentielle pour Samuel ou Noah. En retour, Hattie laissait des messages dans la disposition des fleurs du jardin. Une rose blanche près du perron signifiait que Noah allait bien. Un dahlia sombre était un avertissement. Parfois, depuis la fenêtre du salon, Elara apercevait son fils, un jeune garçon qui grandissait avec la force de Samuel et une étincelle de défi dans les yeux. Chaque regard était une torture, un rappel constant de son sacrifice. Elle devait détourner les yeux, son visage un masque d'indifférence, tandis que son cœur se brisait en silence. Hattie était la seule à comprendre la profondeur de sa souffrance, lui transmettant des nouvelles de ses premiers pas ou de ses premiers mots, comme un baume sur une plaie ouverte. Si la force et la détermination d'Elara vous inspirent, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Ayant désormais accès à la fortune et aux relations d'affaires de son mari, Elara commença son lent travail de sape. Elle utilisa les informations qu'elle avait copiées du registre secret de son père pour orchestrer sa ruine de manière indirecte et intraçable. Elle apprit qu'un concurrent du colonel cherchait à acheter une parcelle de terre adjacente cruciale pour l'expansion de ses cultures. Utilisant un intermédiaire, Elara fit une offre supérieure via les fonds de son mari, acquérant la terre pour la laisser en jachère, bloquant ainsi les ambitions de son père. Une autre fois, elle fit parvenir une note anonyme à un inspecteur des impôts de Richmond, détaillant avec une précision chirurgicale, une série de ventes de tabac non déclarées par le colonel. Les amendes qui s'ensuivirent furent lourdes, et le colonel Vance, furieux, accusa ses rivaux et la malchance, sans jamais imaginer que le coup venait de sa propre fille, celle qu'il croyait avoir soumise à sa volonté. Parallèlement à son attaque financière, Elara utilisait Hattie pour rassembler des preuves humaines de la tyrannie de son père. Hattie, avec sa position respectée au sein de la communauté esclave, devint ses yeux et ses oreilles. Elle écoutait les histoires de familles séparées sur le bloc de vente, les récits de punition d'une cruauté insensée pour des fautes mineures, les noms des hommes et des femmes qui avaient disparu après avoir déplu au maître. Chaque soir après avoir mis Noah au lit, Hattie gravait ces témoignages dans sa mémoire. Lors des visites d'Elara, elle lui transmettait ces informations par bribes, dissimulées dans des conversations sur la météo ou la santé des uns et des autres. Elara, de retour chez elle, consignait tout dans un journal codé, créant un dossier accablant contre son père. Elle ne cherchait pas seulement à le ruiner financièrement. Elle voulait détruire sa réputation, son héritage, l'image d'homme d'honneur qu'il chérissait plus que tout. Au fil des ans, la fortune du colonel Vance commença visiblement à décliner. Des récoltes moins bonnes, des investissements malheureux, et une série de revers inexpliqués, érodèrent lentement sa richesse. Il devint un homme plus amer, plus paranoïaque, son humeur s'assombrissant à chaque nouvelle perte. C'est alors qu'Elara porta sa manipulation à son paroxysme. Jouant le rôle de la fille dévouée et inquiète, elle lui rendait visite plus fréquemment, lui apportant du réconfort et des paroles apaisantes. Elle lui offrit même de l'aide, utilisant l'argent de son mari pour régler certaines de ses dettes les plus pressantes. « Ne vous inquiétez pas, père, » disait-elle avec une fausse douceur. « La famille doit se serrer les coudes dans les moments difficiles. » Le colonel, aveuglé par son orgueil et sa conviction de l'avoir brisé, accepta son aide sans la moindre méfiance. Il ne voyait pas le piège qui se refermait sur lui. Il voyait sa fille soumise, enfin revenue à sa juste place, ignorant qu'elle était l'architecte de sa chute, le nourrissant de sa propre main, tout en préparant le coup de grâce final. 20 ans étaient écoulés. L'année 1864 avait plongé le pays dans le chaos de la guerre de sécession, et la prospérité de Vance Folly
était plus qu'un lointain souvenir. Les champs, autrefois impeccables, étaient négligés, la grande maison blanche voyait sa peinture écaillée, et le colonel Alistair Vance N. était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Ruiné par de mauvais investissements, par les ravages de la guerre et par une série de malchances orchestrées dans l'ombre, il était acculé. Ses créanciers, des hommes d'affaires de Richmond qui avaient perdu patience, exigeaient être remboursés. Pour sauver ce qui restait de son nom et éviter la faillite totale, le colonel prit la décision ultime d'un propriétaire terrien désespéré. Il organiserait une vente aux enchères. Il vendrait une partie de ses terres, son bétail, et un groupe de 20 esclaves. Des biens qu'il considérait comme n'importe quelle autre marchandise. Il dressa la liste lui-même, le cœur sec, choisissant les plus jeunes et les plus forts pour en tirer le meilleur prix possible. La nouvelle de la vente se répandit comme une traînée de poudre à travers la plantation, semant la terreur parmi les familles d'esclaves. Un matin, Elara, devenue une veuve riche et respectée après la mort de M. Abernathy, reçut le signal convenu avec Hattie 20 ans plus tôt. Un simple morceau de tissu noir, noué par Hattie à la grille du domaine Abernathy, un signe qu'elle n'avait jamais eu à utiliser auparavant. Il ne pouvait signifier qu'une seule chose, un danger mortel pour Noah. Elara comprit instantanément. Son fils, ce jeune homme de 20 ans qu'elle n'avait pu aimer que de loin, dont elle avait suivi la croissance à travers des regards volés et les messages codés d'Hattie, était sur la liste. Le plan de son père, destiné à sauver les apparences, allait le conduire à commettre l'acte le plus monstrueux qui soit, vendre son propre petit-fils comme du bétail. La patience d'Elara avait atteint sa limite. Le moment qu'elle avait préparé pendant 2 décennies était enfin arrivé. La vengeance N était plus une option, était une nécessité. Le jour de la vente, une calèche luxueuse, bien plus élégante que tout ce que l'on avait vu à Vance Folly depuis des années, remonta l'allée principale. Elara en descendit vêtue de noir, non pas en signe de deuil pour son mari, mais comme la messagère d'un jugement imminent. Son visage était un masque de calme glacial, sa posture droite et assurée. Elle, N, était plus la jeune fille terrifiée qui avait quitté cette maison, mais une femme de pouvoir, maîtresse de sa fortune et de son destin. Le colonel Vance, qui attendait ses créanciers sur le perron, la vit arriver avec un mélange de surprise et d'espoir. Il imaginait qu'elle venait le sauver, utiliser la fortune de son défunt mari pour effacer ses dettes et préserver l'honneur de la famille. Il s'avança pour l'accueillir, un sourire fatigué aux lèvres, complètement aveugle à la tempête qu'elle s'apprêtait à déchaîner. Il ne voyait pas sa fille, mais une solution à ses problèmes, ignorant qu'elle était en réalité la cause de sa ruine et l'architecte de sa destruction finale. La réunion eut lieu dans le grand bureau du colonel, l'air chargé de tension. Les créanciers étaient assis, leur visage dur et impatient, tandis que le colonel tentait de négocier un dernier délai. C'est à ce moment qu'Elara fit son entrée, sans frapper. Elle salua les hommes d'un bref signe de tête, puis se tourna vers son père. Au lieu de sortir un chéquier, elle posa sur le bureau en acajou un petit carnet relié en cuir, usé par des années de consultations secrètes. Le son mat du livre sur le bois fit taire toutes les conversations. « Messieurs, » commença-t-elle d'une voix claire et sans la moindre trace d'émotion. « Avant de discuter des dettes de mon père, je pense que vous devriez savoir exactement avec qui vous faites affaire. » Le colonel la regarda, le visage blême, une lueur de panique commençant à poindre dans ses yeux. Il ne reconnaissait pas ce carnet, mais il sentait que l'arme qui allait le détruire venait d'être posée devant lui, et que la main qui la tenait était celle de sa propre fille. Avec une précision chirurgicale, Elara commença à lire des extraits du carnet. Elle exposa, point par point, les 2 décennies de fraude et de tromperie de son père. Elle révéla l'existence du second livre de comptes, détaillant les ventes de tabac en contrebande pour échapper aux taxes, les contrats illégaux passés avec des marchands d'esclaves peu scrupuleux, et les dettes de jeu colossales, dissimulées sous de fausses dépenses agricoles. Elle cita des dates, des noms et des montants avec une exactitude qui ne laissait aucune place au doute. Les créanciers écoutaient, d'abord sceptiques, puis stupéfaits. L'image de l'honorable colonel Vance, pilier de la communauté, s'effondrait sous leurs yeux, remplacée par celle d'un escroc et d'un menteur. « Trahison !» hurla le colonel se levant d'un bond. « Ce sont des mensonges !» Mais Elara ne s'y a pas. Elle sortit alors de son sac à main une liasse de papier, les copies des pages les plus accablantes du registre secret, écrites de la main même de son père. Le silence qui s'ensuivit fut la première étape de sa mort sociale. Mais la ruine financière et la destruction de sa réputation ne suffisaient pas à Elara. Elle devait anéantir l'homme dans son essence même, dans ce qu'il chérissait le plus, son obsession pour la pureté de sa lignée,
Elle referma le carnet et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la cour, où les 20 esclaves, dont Noah, attendaient être inspectés par les acheteurs potentiels. Les créanciers et son père la suivirent du regard. « Vos fraudes ne sont que de l'argent, père ?» dit-elle, sa voix se chargeant pour la première fois d'une intensité glaciale. « Mais il y a des dettes qu'aucune somme ne peut rembourser. » Elle se tourna pour lui faire face, son regard le clouant sur place. « Vous m'avez pris mon enfant pour protéger votre nom. Vous m'avez forcé à le regarder grandir comme un esclave sur mes propres terres. » Puis, elle pointa le doigt vers la cour. « Ce jeune homme là-bas, celui que vous vous apprêtez à vendre pour solder vos dettes d'honneur, c'est votre petit-fils. Vous alliez vendre votre propre sang. » La révélation tomba dans la pièce comme un coup de tonnerre, pulvérisant le peu qui restait du monde du colonel Vance. Un silence absolu s'installa, plus lourd et plus dévastateur que n'importe quel cri. Le visage du colonel se décomposa, passant de la fureur à l'incrédulité, puis à une horreur abjecte, alors que la vérité le frappait de plein fouet. Il regarda Noah dans la cour, puis Elara, et pour la première fois de sa vie, il comprit l'ampleur de la haine qu'il avait semée. Il avait été démasqué non seulement comme un fraudeur, mais comme un monstre qui, par obsession de l'honneur, était sur le point de commettre le péché ultime contre sa propre chair. Les créanciers, horrifiés et dégoûtés, se levèrent et quittèrent la pièce sans un mot, ne voulant plus rien avoir à faire avec cet homme déchu. Le colonel Alistair Vance s'effondra sur sa chaise, vaincu, anéanti, un homme brisé non pas par la guerre ou les dettes, mais par les secrets silencieux d'une femme qu'il avait sous-estimée toute sa vie. La chute du colonel Vance ne fut pas une fin, mais un commencement. Avec la fortune de son défunt mari, Elara ne se contenta pas de regarder son père sombrer. Elle agit avec la même précision stratégique qu'elle avait cultivée pendant 20 ans. Devant les créanciers stupéfaits, elle racheta l'intégralité de la plantation Vance's Folly. Non pas pour la posséder, mais pour la démanteler. Le jour même, elle se tint sur le perron de la grande maison, non plus comme une héritière, mais comme une libératrice. Devant tous les esclaves rassemblés, y compris Hattie, Samuel et un Noah abasourdi, elle brandit les titres de propriété et les déchira en morceaux. Elle déclara que chaque homme, femme et enfant présent était désormais libre. Pour la première fois, ce ne furent pas les coups de fouet qui résonnèrent dans la cour, mais un silence de stupéfaction, bientôt remplacé par des larmes de joie et des cris d'une liberté inimaginable. La vengeance d'Elara N était pas seulement la destruction d'un homme, mais la création d'un avenir pour des centaines d'autres. Le colonel Alistair Vance, lui, ne mourut pas rapidement. Son châtiment fut plus lent et plus cruel. Dépossédé de sa terre, de sa fortune et, surtout, de son honneur, il fut confiné à une seule chambre de la grande maison, un fantôme dans les ruines de son propre empire. Il fut contraint de voir, jour après jour, son monde s'effondrer. Le nom Vance's Folly fut effacé, et la plantation fut rebaptisée Heaven Hill, un refuge pour les affranchis. Les champs de tabac furent remplacés par des cultures vivrières, et les terres furent redistribuées aux familles qui les avaient si longtemps travaillées dans la souffrance. Le poteau de fouet, symbole de sa tyrannie, fut abattu et brûlé lors d'une grande cérémonie. Le colonel mourut 1 an plus tard, seul, ignoré de tous, son nom devenant une histoire que l'on racontait aux enfants pour les mettre en garde contre l'orgueil et la cruauté. Son héritage, n'était pas une dynastie, mais un tas de cendres et le souvenir d'une honte éternelle. Pour Elara, Samuel et Noah, la vie recommença. Le poids de 20 années de secrets et de regards volés était immense, et les cicatrices ne s'effacèrent jamais complètement. Mais pour la première fois, ils purent vivre comme une famille. Noah, qui avait grandi en croyant être qu'un orphelin, apprit la vérité sur son incroyable histoire et put enfin appeler Elara, mère sans crainte. Samuel, l'homme digne et fort qui avait enduré tant d'humiliations, put enfin se tenir aux côtés de la femme qu'il aimait, non plus dans l'ombre des écuries, mais à la lumière du jour, en tant qu'homme libre et respecté. Ensemble, avec Hattie, ils aidèrent à bâtir la nouvelle communauté de Heaven Hill, transformant un lieu de désespoir en un symbole d'espoir et de reconstruction. Si cette histoire de résilience et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like et de commenter ce que vous en avez pensé. L'histoire de Heaven Hill se transmit de génération en génération, devenant une légende locale. Ce n'était pas seulement le récit de la chute d'un tyran, mais une leçon profonde sur la nature du pouvoir. Elle enseignait que l'oppression la plus brutale engendre souvent la résistance la plus patiente et la plus intelligente. Elle rappelait que la plus grande faiblesse d'un homme qui se croit tout-puissant est sa tendance à sous-estimer la force et la détermination de ceux qu'il considère comme inférieurs. La vengeance d'Elara n'avait pas été une explosion de violence, mais une lente et méticuleuse érosion,
prouvant que le pouvoir le plus dévastateur ne vient pas toujours du fouet ou du fusil, mais des secrets silencieux gardés par ceux que l'on croit sans défense. Et que la justice, même si elle prend des décennies à se manifester, finit toujours par trouver son chemin.